Donc si vous êtes ici, c'est que j'espère que vous êtes développeur au moins, vous connaissez un petit peu tout ça, vous utilisez Git peut-être, et vous en conviendrez, c'est pas forcément toujours facile. Ça passe pas, c'est pas l'outil le plus facile à utiliser. Donc moi j'appelle, avec la télécommande allumée ça marche mieux, je m'appelle Maxime. Bon, je ressemblais à un moment donné à peu près à ça, j'ai un petit peu plus de poils au menton, mais voilà. Je suis de Lille, donc je viens du Nord. Je parle comme chaud normalement, mais là comme je suis à Niort, j'essaie d'avoir un accent français. Et du coup, l'idée de cette présentation, ça m'est venu parce que je trouvais que les problématiques qu'on avait autour de Git étaient toujours plus ou moins les mêmes. Moi, j'avais des collègues de temps en temps qui... Alors moi, j'ai pas mal utilisé Git depuis un long moment, et du coup, je m'y étais pas mal intéressé, etc. Et du coup, finalement, il y avait des gens qui me posaient des questions parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'ils avaient une question, comment on fait ça, etc. Et je me suis rendu compte à un moment donné que je répétais plus ou moins la même chose, alors pas que j'aime pas le faire, mais je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, je vais essayer de faire une présentation et puis je vais la partager. Donc ça m'est venu de là. Et du coup, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Moi j'ai une des métriques, donc vous savez, les chefs de projet, ils ont des métriques, ils ont la vélocité, des choses comme ça. En tant que développeur, moi j'aime bien aussi avoir une métrique, en tout cas celle-là j'aimerais bien la faire baisser, les TDM secondes. Vous savez ce que c'est ou pas? Non? Tas de merde. Non. Ah, ça pourrait être tas de merde, mais c'est pas ça. J'y avais jamais pensé. En fait, alors mettez-vous en situation, vous êtes en train de développer tout ça, limite le casque sur les oreilles, voilà, bien concentré, et puis vous levez la tête, et là vous croisez le regard d'un développeur en face de vous, un petit peu, voilà, il vous charge le regard, il est un peu perdu, tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Je enlève mon casque, je sors de ma concentration, et puis, qu'est-ce que tu veux, c'est un problème. Et là, il vous sort le fameux « T'as 2 minutes ?» J'ai un problème avec Git. Du coup, cette personne-là qui dit « T'as 2 minutes », alors déjà, c'était jamais la même. C'était jamais la même, par contre, c'était toujours plus ou moins les mêmes questions, les mêmes choses qui revenaient, etc. Donc je me suis dit, je vais essayer d'en faire un recueil, et puis voilà, on va essayer de comprendre dans cette présentation, de comprendre comment ça fonctionne pour essayer de ne plus faire les mêmes erreurs, et puis de l'utiliser correctement, parce que c'est un outil qui est vraiment puissant, et qui est trop peu connu, on va dire. Pour ça, je vais prendre un exemple d'une équipe qui a un jour été réelle. Maintenant, moi je suis développeur indépendant, on fait des missions un peu partout, etc. Donc on bosse plus forcément ensemble. Mais on va prendre l'exemple d'une équipe de 3 personnes qui bossent ensemble. Je présente Fabrice, il ressemble vraiment à ça. Aurore, et du coup moi-même, Maxime. On est une équipe de 3 personnes, et ce qu'on fait, on écrit des voitures dans le shell. Donc pareil pour la démo, je fais pas vraiment ça de ma vie, voilà. Mais on essaye de faire un projet qui écrit des voitures dans le shell, tout ça. On va prendre en exemple ça pendant la présentation. Pourquoi des voitures? Parce que je suis du Nord, du coup j'aime bien le tuning. Et c'est un gros cliché. Le tuning et le Racing Club de Lens, de toute façon. Donc, c'est mes 2 passions. Et puis un peu l'informatique. Bon. Du coup, voilà, on va prendre ça comme exemple pendant la présentation. Et nous, dans cette équipe, ce qu'on déteste le plus, c'est des historiques Git comme ça. Pourquoi? Parce que déjà, on ne sait pas les lire. À quoi ça sert de lire un historique comme ça? Moi, si j'arrive là-dessus, je ne sais vraiment pas à quoi ressemble le code. Quelle est l'histoire du projet? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les messages de commit qui veulent rien dire. Il y a des merges dans tous les sens, etc. Donc vous allez me dire, oui, pourquoi à la fin le code il est pareil au final? Juste l'historique est pas très propre, soit. Première raison, c'est que ça permet pas de s'y retrouver, c'est un peu ce que je viens de dire. Globalement, moi ce que j'aime bien faire, c'est que si j'ai du code qui en plus, dont l'auteur par exemple, a disparu de la circulation parce que le code il y a 2 ans, que la personne a changé de projet, etc., ça arrive tout le temps. Ce qui nous reste en fait, c'est un petit peu essayer de gratter sur s'il y a un morceau de code qu'on comprend pas trop, essayer d'aller gratter et d'essayer de trouver le plus d'indices possible pour savoir quelle était la démarche de la personne au moment donné où elle l'a fait. Donc première chose, j'aime pas ça pour le fait de ne pas pouvoir s'y retrouver. Ensuite, la revue de code est plus difficile. Donc si, je vais enlever comme ça parce que ça me gêne. Si vous ne faites pas de revue de code, je peux que vous encourager à en faire.
Première raison, c'est que les gens vont revoir votre code et du coup, forcément, moins de bugs en production, etc. Deuxième raison, c'est que les gens vont voir votre code. Du coup, vous allez partager entre guillemets, la personne qui voit le code et qui l'accepte, ça devient un peu son code. En tout cas, ça devient aussi sa responsabilité. Donc, c'est-à-dire qu'un bug qui a été développé par la personne, donc soit ça a été fait, accepté par les reviewers, c'est pareil. C'est la responsabilité aussi des reviewers. Du coup, faites des revues de code. Et moi, ce que j'aime bien faire dans une revue de code, c'est... alors, le mieux, c'est on se met à côté de la personne, tiens, qu'est-ce que tu as fait, donne-moi ta démarche, etc. Et la manière dont j'aime bien développer, en général, c'est que je fais une idée, un commit. Donc, je fais une chose, imaginons que j'ai, je sais pas, un nombre de variables à changer, un refactor, bref. Je fais ça, je fais un commit, après j'en parle plus, et je passe à autre chose. Du coup, ça me permet de toujours faire une seule tâche à la fois, et du coup, c'est beaucoup plus simple dans le cheminement de pensée, je ne me perds pas à tirer tout le fil de l'application dans un refactor où au final, après, je risque de plus m'y retrouver. Et du coup, pour faire ça, soit vous, en revue de code, moi en général, ce que je fais, c'est qu'on se met à côté de la personne, et puis on va aller regarder sur GitHub, si c'est GitHub ou ce que vous voulez, on va regarder les commits un par un, et puis tiens, vas-y, qu'est-ce que tu as fait dans ton premier commit, etc., dans le deuxième. Et le fait de pas avoir ça, ça brouille un peu les pistes. Moi, typiquement, je sais pas faire une revue de code en regardant juste tout le diff. Des fois, il y a 40 fichiers qui ont été modifiés. Si je regarde le diff, je vais réussir à seulement trouver les points de virgule qui manquent, et puis les typos, etc., mais pas vraiment l'essence de où est-ce que tu as mis ton code, comment tu l'as organisé, etc. Donc, dans ce sens-là, un historique Git propre, ça aide. Ensuite, si vous faites de l'open source, globalement, il faut pouvoir être clean en matière de testing, d'historique Git, etc. Donc il faut pouvoir réécrire ses commits. Et puis la dernière chose, c'est un petit plus, mais il y a des outils qui existent pour générer des changelogs. Donc si vous avez typiquement une liste de commits bien ordonnée, vous pouvez avoir des conventions de commits qui font que vous pouvez générer des changelogs comme ça, par exemple. Donc en version 0.16, il y a eu tel bug fixé, il y a eu telle feature, etc. Et en fait, en dessous, c'est les noms de commits. Voilà. Donc j'espère vous avoir convaincu de la nécessité d'avoir un historique propre et de le réécrire, etc. En tout cas, d'utiliser Git de manière un petit peu plus poussée. Je reviens à mon équipe. Donc la manière dont on fonctionne, c'est la suivante. On a en général une branche master. Nous, c'est master, vous pouvez avoir une branche develop, etc. Le débat, c'est pas de savoir si on fait du Git flow, du GitHub flow ou je ne sais quoi. L'idée derrière, c'est qu'on a une branche qui est partagée. Donc la branche principale, en fait, elle est partagée par tout le monde, et puis c'est en gros la source de vérité de notre code. Et à partir de cette branche-là, donc c'est-à-dire que personne ne va committer directement sur master, on passe que par des revues de code. Donc on fait des branches, etc., on passe par des revues de code, et on ajoute, ce qu'on fait à partir de cette branche-là, c'est qu'on se met à jour, et ensuite on tire une branche, et moi si je veux faire une feature, je tire ma branche, et puis je fais mes commits. Je fais un ou deux commits, etc., et puis je fais mon travail sur ma branche qui, elle, n'est plus partagée, mais elle est personnelle, donc c'est ma branche à moi, je fais ce que je veux dessus. Je peux la pusher, je peux force pusher, je peux faire des commits à souhait, je peux en supprimer, je peux faire, voilà, c'est mon espace de travail. Donc je fais plusieurs commits, et une fois que je suis prêt, je soumets ma branche à une revue de code. Du coup, la revue de code, forcément. Donc on a fait ça, on a pris la branche principale, on a fait nos commits, et puis hop, on essaye d'aller merger notre branche dans master. Voilà. Et puis là, en général, c'est là qu'on n'est pas forcément toujours d'accord. La revue de code, ça passe pas toujours du premier coup. D'ailleurs, si ça passe du premier coup, tout le temps, en général, c'est qu'il faut plus se poser des questions sur la manière dont on fait la revue de code plutôt que sur le code lui-même. Donc là, on se retrouve dans le cas où, à 99%, où il y a des commentaires à faire, et il va falloir garder un historique Git propre. Donc c'est ce qu'on va faire, on va essayer d'aller voir les commentaires que Fabrice et Aurore m'ont donnés, et puis on va essayer de résoudre les problèmes ensemble. Tout en essayant d'apprendre un peu plus sur Git, donc il y a différents exemples. Donc ouais, changes requested, tout ça, pas de merge de pull request tant que tout ça c'est pas résolu. Premier commentaire. Fabrice me dit, t'as oublié un point virgule dans ton dernier commit. Ouais, je me suis trompé, j'ai oublié un point virgule, Bon, je suis développeur depuis un certain nombre d'années maintenant, point virgule, tout ça, je sais le rajouter, donc je vais le faire.
Et c'est le dernier commit, donc ce que je peux faire, c'est que bon, je fais les modifs, je fais un git add, ça jusque-là tout va bien. Je pars du principe que du coup au moins git add, git commit, etc. c'est géré. Je fais un git add et puis je peux faire un git commit ---- amend pour aller modifier le dernier commit. Donc là il va me proposer de modifier le contenu et le nom. Moi je veux juste modifier le contenu. Je peux rajouter l'option ---- no edit. Voilà, c'est très bien, je vous ai donné 2 commandes, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir comment ça se passe derrière. Donc, on avait une branche avec des commits A et B. Pardon. En l'occurrence, donc le point virgule manquait dans le commit B. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un git commit amend. Git, ce qu'il a fait derrière, en fait, c'est qu'il a changé le contenu du commit B, et pour faire ça, lui, il réécrit des commits. Donc ici, vous savez ce que c'est les SHA-1, en gros, un identifiant de... on utilise des SHA-1 sur Git pour identifier des commits de manière unique, par le contenu, par son parent, etc. Donc tout ça, ça résulte à la fin un SHA-1. Et du coup, on va partir du principe qu'ici A et B, c'est des SHA-1. Git, à la fin, quand il a réécrit le commit, il a changé le SHA-1. Donc on l'appelle ici B', par exemple. C'est-à-dire que du point de vue de Git, B et B', c'est 2 commits totalement différents. Ça, c'est important. B et B', c'est 2 commits totalement différents. Donc il ne sait pas que c'est en fait B qui a été réécrit, etc. Du coup, là, ce que j'ai fait, donc première modification, ça c'était simple, j'ai rajouté mon point virgule, j'ai modifié mon commit, je peux force push ma branche, parce que je suis toujours sur ma branche personnelle, personne n'a été la modifier, ou alors c'est qu'il y a un problème dans le process et dans notre organisation, mais normalement, on était parti sur ces bases-là. Donc je fais un force push, j'hésite pas, surtout. Il y a beaucoup de personnes que j'ai vues qui hésitaient à faire ça. N'hésitez pas, faites pas un force push sur master, votre branche personnelle, n'hésitez pas. Parce que c'est vous qui avez la vérité en local. Donc, premier cas, c'était plutôt simple. On a démarré simple, voilà, je pense que vous étiez, à mon avis, nombreux à connaître cette commande. On va essayer de voir maintenant un deuxième cas, donc deuxième commentaire. Aurore me demande si ça, ce serait pas une faute d'orthographe. Donc je vais aller voir le code, etc. Tiens, il y a... Ah oui, parce que tuning, je vous ai dit, on faisait du tuning dans le là. Par contre, on ne sait pas forcément l'écrire. Bon, mais on sait le faire, hein, on en fait bien. Hein, donc j'ai fait une faute d'orthographe, j'avais dû écrire tuning, machin, et j'ai mis 2 N, et en fait, il y a un seul N pour tuning. Bon. Je me rends compte, en fait, dans mon code, que la faute, elle est maintenant plus dans le commit B, donc je ne peux plus utiliser git commit ---- mais elle est dans le commit A. Par contre, il faut que j'aille réintégrer la correction de l'erreur dans le bon commit. Pourquoi? Parce que si, toujours mon histoire de revue de code, imaginons que le reviewer il regarde le commit A, il se dit ah mais il y a une faute, il commente, il perd du temps, etc. Il regarde les autres commits et ensuite ils se disent ah mais en fait elle avait été corrigée la faute. Du coup ça fait perdre du temps et en plus c'est pas propre. Donc ce qu'on va faire là maintenant c'est qu'on va, puisqu'on est toujours sur notre branche personnelle, on peut toujours réécrire nos commits, on va aller réintégrer la suppression de cette erreur en fait dans le commit A. Pour faire ça donc, maintenant il faut procéder en 2 étapes. C'est presque aussi simple que la première, vous verrez, il faut le pratiquer un petit peu. 2 étapes. Première étape, on va créer un nouveau commit. Donc le commit qui va aller, enlever la faute. C'est pas n'importe quel commit qu'on va créer, ce sera un commit de fix-up. Un fix-up, en fait, c'est une sorte de patch qui cible le commit à modifier. Donc à la fin de la première étape, donc on fait un git commit --fixup A, ici, le SHA-1 de A. Et à la fin de la première étape, on se retrouve dans cet état-là. Donc j'ai toujours mon commit A qui contient l'erreur, le commit B, et j'ai un commit en plus qui vient annuler normalement l'erreur du commit A. Pour l'instant on n'a rien résolu, on a juste rajouté un commit, mais c'est pas grave, il y a une deuxième étape. Deuxième étape, on va réécrire l'historique. Pour réécrire l'historique, sur Git, on utilise une commande qui s'appelle rebase. Donc on va utiliser la commande rebase. Pas n'importe comment. En fait, ce qu'on veut faire, c'est là, donc aller réintégrer le commit AF, ici, dans le commit A, entre guillemets. Ce qu'on veut, c'est ça. Donc il va être, le commit A va être réécrit, il va devenir A', son contenu va changer, c'est pour ça qu'il sera réécrit, qu'il va changer de SHA-1, etc. Et puis B aussi sera réécrit, et en fait toute la chaîne au-dessus, si jamais il y en a plus, parce que les commits du dessus auront changé de parent, donc le SHA-1 dépend aussi du parent, etc., entre autres. Donc en gros, on va se retrouver dans cet état-là. Et pour arriver dans cet état-là, deuxième étape, alors cette commande barbare que je vais expliquer tout de suite, parce que sinon, pareil, j'essaye de ne pas vous donner juste les commandes. Donc git rebase, on est d'accord, je réécris l'historique.
Moins i, je lui dis en mode interactif. C'est-à-dire que je vais dire à Git comment réécrire l'historique. En fait, on va pouvoir lui dire, plutôt que d'appliquer une pile de commits, on va pouvoir lui dire, si tu veux, renomme-moi celui-là, change-moi le contenu de celui-là, supprime-moi celui-là, j'en veux pas, réordonne-les, etc. On peut utiliser ça, ça c'est le mode interactif de Git. On va aussi lui dire à partir d'où réécrire l'historique. Donc si j'ai une pile de 5000 commits, je n'ai pas envie de réécrire l'historique depuis le début à chaque fois. Du coup, ce que je vais faire, c'est que moi je suis intéressé par la réécriture de, en gros, mes 3 derniers commits. C'est ce que je vais lui dire. Je vais dire, tu te replaces. Alors non pas sur A, d'où le tilde ici. Il y a un tilde, en fait, ça signifie le parent d'un commit. Donc en fait, on va dire à Git, replace-toi juste avant. En fait, de la même manière que dans les films, les gens ils veulent réécrire l'histoire, ils se replacent avant que l'histoire se passe. Et ici, c'est exactement pareil. Je me replace juste avant A, et du coup, je pourrais réécrire l'historique à partir de A. Donc le tilde en mode rebase, mettez-le tout le temps, ça fonctionne. Et du coup, troisième option, auto-squash. Alors ça permet de du coup placer dans le mode interactif. Le mode interactif, il donne une feuille de route et ça permet de placer le commit de fix-up au bon endroit. Ça, je vous fais une démo tout de suite parce que ce sera beaucoup plus clair si je vous montre. Hop. Donc, est-ce que vous voyez bien déjà l'écran au fond? Ça va? Ok. Donc là, je suis un peu perdu parce que j'ai pas mon terminal, mais ça va aller. Je ne suis pas sur la bonne branche. Hop, voilà. Et du coup, voilà, j'ai ici 3 commits. Ici, en fait, c'est mon commit A, et ici, c'est mon commit B de tout à l'heure. Et en fait, je vais vous montrer qu'ici, alors si je fais ça marche. Non, ça marche pas, c'est pas grave, je vais l'écrire. Je vais vous montrer que dans ce commit là, donc si je fais un git show, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas essayer git? Si, mais t'as pas fait la complétion du VSL, tout ça. Ah ouais. Comment je fais là? Attendez. Je le refais. Copie. Excusez-moi, j'ai un peu de mal. Ça marche ou pas? Il me semble que c'est Alt Insert pour... Non, ça marche pas non plus. Non, c'est clic droit collé. Bon, alors c'est pas grave, je reprends ça, je vais prendre le chemin complet, du coup ça va marcher ça? Ouais. Ok, bon c'est pas grave, je fais comme ça. Donc là, j'ai le contenu du commit en question, donc mon commit A. On voit que là, il y a une erreur qui a été introduite. J'ai 2 n, j'en veux un seul. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller corriger. Ah ouais, c'est ça aussi, il faut que... J'ai oublié, il faut que j'utilise... Enfin, d'habitude, j'utilise Vim, mais là, je sais pas ce que je peux utiliser. C'est pas grave, il me faut un éditeur de texte. Si tu veux, T'as pas VI dans le Gitbash? Ouais, peut-être, je sais pas. Ça marche ça? Je suis plus à l'aise avec Vim, mais je peux essayer. Yes, nickel. Ok. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vais aller donc corriger mon erreur. J'ai mes commits, etc. Je corrige mon erreur d'abord, et ensuite on va aller faire la magie avec Git. Hop, ok. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai corrigé le fichier. Maintenant, je vais faire donc un git add, voilà, et je vais faire un git commit. Première étape, donc, moins fixup. Alors, est-ce que je l'ai encore dans le papier? Non. Il est là. Collé. Voilà. Première étape, du coup, je fais un git commit moins fixup du commit que je cible, que je veux modifier. Voilà. Donc là, si je refais... J'essaye plein de choses, ça marche. Ok. Si je refais mon git log ici, on voit que donc j'ai rien changé. Alors regardez bien ces Sherman là. Donc le commit A ici c'est le 97DA et ici c'est le B c'est le 16A6. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste rajouté. Ouais, c'est bon, on voit bien. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste rajouté pour l'instant, donc fin de la première étape, on a juste rajouté un commit en plus. Donc il s'appelle fixup bidule avec le même nom d'ailleurs que le commit que je cible. En fait, c'est comme ça que Git cible les commits de fixup.
Donc là, je suis à la fin de la première étape. Maintenant, ce que je veux faire, c'est que réécrire l'historique pour aller dire à Git, va me réintégrer ce commit-là, va me fusionner ces deux commits-là. Donc deuxième étape, je vais faire un git rebase en mode, donc git rebase va écrire l'historique en mode interactif. Je lui dis, donc je vais donner le SHA-1 complet encore. Ah excusez-moi, je le fais là. Voilà, et du coup j'oublie pas le tilde, si je trouve la touche. LGR. Je sais plus. Ah oui, c'est vrai. LGR et... Ah ouais, là, ok, pardon, excuse-moi. C'est bon. Donc là, je n'oublie pas le tilde. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre l'option moment auto squash pour vous montrer la différence. Qu'est-ce qu'il me fait là? C'est bon. Donc là, on voit rien. Ouais, tout ce qui est en bleu, on voit rien. C'est pas grave, c'est pas intéressant. En fait, là, ce qu'il a fait, Git, c'est qu'il vous a ouvert Vim avec une feuille de route. Et en gros, il vous propose donc les 3 premières lignes, il vous propose des actions. Donc c'est ce que vous voyez pas trop en jaune, mais c'est écrit fix. Puis il y a le fix up ici. Bah, d'ailleurs, je l'ai mis tout squash ou il le fait. T'as peut-être une config sur Git qui te le fait automatiquement. C'est pas grave. Bah, en gros, là, c'est comme si j'avais mis l'option auto squash. Mais il est en. Je pense que le Git config il est en mode auto squash auto, c'est pas grave. En gros, ce qu'il m'a fait là, c'est que il me propose sa feuille de route en me disant tiens, tu m'as demandé un rebase interactif, je te propose ça. Je vais d'abord appliquer le premier commit et ensuite je vais faire le fix-up du second, c'est-à-dire qu'en fait je vais aller fusionner le contenu du second dans le premier et ensuite je vais appliquer mon commit B au-dessus. Donc là, moi je suis content, j'enregistre. Et quand j'enregistre, en fait, lui, voilà, il lance le rebase. Donc en fait, alors sur mon PC, je vous aurais rajouté ça. Sauf que là, l'option, je pense qu'elle était déjà dans la config de base, en mode automatique. Donc il n'y a pas besoin de le mettre. Mais sachez que de base, si ça ne fonctionne pas, mettez le moment auto squash. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, je vous remonte le log. Maintenant, on n'a plus notre commit de fix-up. On a toujours nos deux commits, là, voilà. Ils ont changé de SHA-1, donc c'est plus 97DA et 16 A6, ils ont été réécrits. Et puis si je vous montre, alors je vais devoir faire un git log complet pour voir le SHA-1 complet. C'est celui-là. Ouais. Hop. Copier. Et du coup, si je vous montre le contenu de ce commit-là, donc git show. Voilà. Voilà, on voit que ça a disparu. Donc mon commit a vraiment, c'est comme si j'avais pas fait l'erreur. Et ensuite, ce que je fais, donc là, bon, c'est fin de la démo là-dessus. Hein. Et du coup, ce que je peux faire après, donc j'ai bien écrit mes commits, j'ai maintenant mon commit A' et B'. Je me suis trompé. Ce que je fais, c'est que voilà, j'ai fait 2 étapes. Alors ça paraissait compliqué parce que j'ai un peu galéré avec les copier-coller et tout ça. En vrai, c'est vraiment simple. Si vous voulez que ce soit encore plus simple, vous pouvez faire ça en une commande si vous mettez un alias dans votre git config. Et donc typiquement voilà, je vous filerai bien de la phrase, il sera sur le dernier slide, sur Twitter, etc. Et vous pourrez aller copier-coller ça et le mettre dans votre fichier .gitconfig qui est souvent à la racine de votre com. Alors sur Windows, j'avoue, je sais pas. En tout cas sur Mac et sur Linux, c'est dans le home. Et dans ce fichier-là, vous rajoutez une section alias si elle n'y est pas, avec l'alias fixup qui est ici. Et lui, en fait, il va vous faire les 2 étapes en une. Je vous conseille quand même de le faire à la main plusieurs fois pour bien comprendre comment ça fonctionne, bien pouvoir se dépatouiller si jamais entre deux, par exemple, vous avez des conflits, des choses comme ça, histoire de maîtriser un peu. Voilà. En général, j'ai pour règle de pas faire d'alias quand je ne sais pas vraiment ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, je le répète une deuxième fois, j'ai modifié des commits en local sur ma branche personnelle, donc c'est moi qui ai la vérité, la mise à jour elle est chez moi, j'hésite pas à force push. Si je vous répète en fait ça depuis tout à l'heure, c'est que j'ai eu beaucoup de cas, j'ai observé beaucoup de cas, ou peut-être que moi je le faisais d'ailleurs à une époque, il y a un moment, c'est j'ai modifié mes commits en local, et ensuite j'ai fait un pull, parce que on ne sait jamais, peut-être qu'il y a eu des modifications. C'est un réflexe en général pour beaucoup de monde de faire un pull dans ce cas-là. Et donc en général, on se retrouve avec
des commits en double, des conflits, des choses comme ça, on ne comprend pas pourquoi j'ai des conflits avec moi-même. En fait, ce qui s'est passé, en général, quand on a fait ça, c'est que sur le local, donc j'avais réécrit mes commits, j'étais voilà, A', B', ici je les ai réécrits, et puis du coup sur le repository distant, j'avais toujours mes commits A et B, que normalement je veux voir disparaître. Il y en a un qui contient de l'erreur, et puis voilà. Du coup, ce qui s'est passé, quand j'ai fait mon git pull, le git il a essayé de satisfaire tout le monde, il ne sait pas que ces commits-là ont été réécrits, lui il se dit juste tiens, toi tu as 2 commits que j'ai pas, et moi j'ai 2 commits que tu n'as pas, je comprends pas, je vais essayer de satisfaire tout le monde, et puis je vais faire un merge. D'où les conflits. Et puis si vous essayez en vous disant ouais mais non, moi je fais des pools avec Rebase donc il n'y a pas de merge, en fait ça sera la même chose, il va essayer de prendre votre branche distante, il va reprendre vos commits, il va vous les réécrire encore une fois de plus sur l'historique, donc c'est pas ce qu'on veut. La solution ici c'est n'hésitez pas à force push. Je ne détaille même pas les solutions pour se sortir de quand on a fait ça, parce que c'est vraiment au cas par cas en fonction de si vous êtes en merge, si vous êtes en Rebase, s'il y a des conflits, etc. Mais retenez bien que n'ayez pas peur de force push sur votre branche, c'est votre branche. Du coup, commentaire suivant, on n'a pas fini. Aurore me dit, il me semble qu'on a dit qu'on développait plus les roues bleues. Voilà. Moi, les roues bleues, c'était toute mon enfance, mes voisins, et c'est véridique en plus, mes voisins ils faisaient vraiment du tuning. Je rigole un petit peu avec ça, mais j'en avais, ils faisaient du tuning sur des 106, etc. Dragon Style Car, ça s'appelait. Et du coup, voilà, ça m'a un peu inspiré. Et du coup, bon, voilà. Aurore me dit, tiens, on développe plus les roues bleues, machin. Apparemment, les UX, ils ont dit que c'était pas très beau, donc soit. Moi, j'essaie de vous amener là sur l'idée que j'ai tout fait dans un commit, parce que j'essaie de bien faire les choses. Et puis, c'est le dernier. Ça nous amène à un cas que j'aimerais bien vous présenter. En fait, pardon, je suis allé trop vite. Ce que j'aimerais bien vous essayer de voir, c'est donc là, on va devoir supprimer un commit. On va supprimer le dernier commit. On aurait pu le faire tout à l'heure avec le mode interactif, mais si je vous remonte 2 fois le mode interactif, c'est pas intéressant. On aurait pu le faire avec le mode interactif, on aurait juste supprimé la ligne dans la feuille de route, etc. Bon, là, je vous propose d'utiliser la commande reset et de voir comment elle fonctionne pour essayer justement, il y a des choses intéressantes à découvrir là-dessus. Donc, alors pour ça, on va essayer de voir comment Git gère ses sources. Donc c'est là, il y a 3 notions en fait à retenir. Le working directory, ici en fait c'est vos fichiers, c'est les fichiers de votre workspace. C'est typiquement l'état de votre IDE, en fait, les fichiers de votre IDE. Voilà, c'est ce que vous avez, c'est le code que vous manipulez tous les jours. Ensuite il y a l'index du point de vue Git, qui est un ensemble d'objets que lui met dans son dossier .git. En gros, c'est une sorte de base de données, il retient des choses comme ça, etc. C'est son mode de fonctionnement. Et head qui est un pointeur vers le dernier commit de la pile quand je suis sur une branche, par exemple. Vous faites un git log, c'est un pointeur vers le dernier commit, le commit du haut de la pile. Et en fait, head, c'est un petit peu ma position à un instant T dans le repository. Où est-ce que je suis head, il pointe vers ça, donc voilà, j'en suis là. Et admettons, donc avec ces 3 notions, que vous voyez que dans les petits carrés, il y a file.txt, là il est en version 1, mettons que je le passe en version 2, donc je fais une modification dedans. Là, Git me dit, donc si je fais Git status, Git me dit, tiens, il y a une différence entre le working directory, donc ce que toi tu vois dans ton IDE, et puis ce que moi j'ai indexé. Donc ce qu'il fait, en fait, quand il y a un delta comme ça, il vous met le fichier qui est concerné dans la zone rouge du Git status. Ensuite, moi, si je veux, donc je continue le process, on va aller jusqu'au commit. Je continue le process, je fais un git add. En fait, ce que ça fait git add, c'est que ça va ajouter ces modifications à l'index. Donc lui, il va se créer un ensemble d'objets, etc. Voilà. Il indexe les fichiers. Et donc, maintenant, il est content, il n'a plus de différence entre index et working directory, donc il ne met rien dans la zone rouge. Par contre, il a une différence entre l'index et ce qui est pointé par head, donc le dernier commit. Du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il me la met dans la zone verte. Si je veux désindexer quelque chose, je peux faire un git reset de file.txt. Voilà. C'est le pendant de git add machin, je fais un git reset file.txt, ça me désindexe. Voilà, je reviens dans l'état où j'ai fait un git add. Maintenant, en fait, si je veux donc ramener tout le monde au même niveau, je peux faire un commit. Je fais un git commit, et puis au final, donc il m'a créé un commit, il a déplacé head sur le nouveau commit, et du coup, tout le monde il vous dit working directory clean. Alors pourquoi je vous dis ça? On devait supprimer un commit, là on vient d'en créer un, je comprends pas.
En fait, on va rattacher ces trois notions, donc on va les mettre à côté d'une branche et on va voir comment ça fonctionne. Donc on va utiliser la commande reset. Reset, c'est quelque chose qui vous permet de... Alors pareil, git c'est que des pointeurs. La commande c'était git reset head tilde -soft. -soft, en fait, elle va juste déplacer head, ici. Ensuite, il y a la deuxième stratégie, c'est git reset head tilde, rien du tout. Donc là, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a désindexé aussi. Donc il a, non seulement il a déplacé head, mais il a aussi enlevé ces objets de l'index, il a désindexé. C'est-à-dire que là, en fait, la différence entre les deux, c'est que si vous faites, dans ce cas-là, si vous faites un git status ici, vous aurez les fichiers dans la zone rouge. Les fichiers qui étaient dans le commit précédent. Si vous le faites en -soft, vous remettez l'index là, si vous faites en -soft, vous l'aurez dans la zone verte. C'est ça la différence. J'avoue que j'utilise pas trop le -soft, mais pendant longtemps je confondais les deux, je pensais que c'était la même chose, donc je le mettais pas. Au final, voilà. Et du coup, troisième stratégie, en -hard, en fait, là vous n'avez plus rien du commit dans l'IDE. Tout a bougé, entre guillemets, donc le head c'est désindexé, et puis du coup les modifs sont non plus présentes dans votre workspace. Donc là on a supprimé le commit, des roues bleues. Donc on est content. C'est pour ça que je voulais vous montrer la commande reset, on aurait pu le faire autrement. Avec Git en général il y a toujours plein de manières de faire. À chaque fois que je vous en présente une ici, voilà, il y en a plusieurs. Bref, il y a plein de choses. Et en fait, l'équivalent de rien du tout, pendant longtemps je pensais que c'était -soft, donc pas d'option du tout. Pendant longtemps je pensais que c'était -soft, en fait il y a une option qui s'appelle -mixed, qu'on met jamais parce que ça fait des choses à taper en plus. Bon. Du coup il y a bien trois stratégies. Maintenant imaginons que, bon, on a déjà vu pas mal de choses. Imaginons que voilà, c'est bien ce que tu as dit Max, mais là j'ai essayé de suivre tes slides, machin, j'ai fait des choses, et puis bon, j'avais fait une sauvegarde, j'avais pushé mes branches, etc. Et puis là j'ai en local, et j'ai fait plein de bêtises, j'ai tout cassé. Comment je fais pour revenir à la version du repository distant? Donc là c'est pareil, je vais pas vous donner la commande parce que c'est trop facile, je vais essayer de vous expliquer comment ça fonctionne derrière, pour la déduire. Alors, du coup, là, il y a... Je vais boire un coup parce que j'ai... Là, on distingue deux notions. Donc, le petit nuage qui est le repository distant, donc GitHub, GitLab, Bitbucket, tout ça. Donc, c'est votre repo distant. Et puis, le gros carré qui est votre machine. Et on voit que dans cette machine, il y a deux types de branches différentes. Il y a les branches locales sur lesquelles depuis tout à l'heure je manipule, etc. Donc, en blanc, en bas. Je fais des commits, je les réécris, etc. Et puis il y a les branches de tracking, elles sont locales aussi, elles sont sur ma machine, mais celles-ci elles sont en lecture seule et c'est des branches c'est des branches miroirs en fait du repository distant. C'est-à-dire qu'elles sont mises à jour seulement quand je dialogue avec le repository. Donc si je fais des git pull, des git pull, elles sont mises à jour en fonction de ça. Si je fais un git fetch aussi, typiquement git fetch c'est vraiment ce que ça fait. Je sais pas si vous connaissez la différence entre git pull et git fetch. En gros, un git pull c'est juste deux étapes. C'est un git fetch, je le mets. Git pull origin master, du coup, c'est un git fetch origin master suivi d'un git merge master. Si vous faites un git pull -r, donc git pull -rebase, vous remplacez merge par rebase ici, et ça fait la même chose. Donc en gros, git fetch, ce que ça fait, c'est que ça va aller mettre à jour les branches de tracking par rapport au repository distant. Donc nous, ce qu'on veut faire ici, c'est, donc on a utilisé tout à l'heure la commande reset qui permet de se déplacer dans le repository, etc., de déplacer sa branche, et on a utilisé fetch. Ce qu'on peut faire là, c'est qu'on peut aller mettre à jour la branche de tracking par rapport au repo distant. Donc comme ça, on a la dernière version de la branche du repo distant, et ensuite on peut faire un git reset -hard origin/feature 1 et non pas juste feature 1. Ce ne sont pas les mêmes branches. Origin/feature 1, c'est la branche qui est vraiment le miroir de la branche du repository distant qu'on vient de mettre à jour. Donc là, à ce niveau-là, je suis au même niveau que la branche distante. Voilà. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec deux commandes, pareil, il y a des alias qui existent. Vous pouvez mettre ça dans votre git config. En plus, l'alias a le même nom que la fraise, c'est super. Git daily.
Donc vous copiez-collez ça dans le git config, et puis ensuite, chaque fois que vous avez tout cassé, vous tapez git damit, et puis hop, voilà. Vous revenez dans l'état de repository existant. Et enfin, dernier commentaire. On va regarder ce que nous dit du coup Fabrice. Donc Fabrice a l'air ok, sauf que il y a une dernière chose, c'est que j'avais basé ma branche non pas sur master, comme je vous ai dit au début, en général on se met à jour par rapport à master, on tient une branche, etc. Là je me suis basé sur une autre branche, je me suis basé sur la sienne. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas encore trop parlé de voiture, à parler de tout ça, mais je devais faire une feature qui était d'animer la voiture dans le shell dont je parlais. Et le problème, c'est que sur master, il n'y avait pas de voiture du tout. Donc je peux pas trop faire de code qui anime une voiture si j'ai pas de voiture. Et Fabrice, en fait, lui, il a commencé à faire des commits dans ce sens-là, à dessiner une voiture, etc. Et moi, du coup, ce que je fais, c'est ce que j'ai fait pour pas perdre de temps. Je me suis basé sur sa branche, j'ai fait mon code. Donc j'ai fait voilà, 2 commits ici d'animation de la voiture temporaire de Fabrice. Et puis du coup, voilà, je peux continuer à travailler, etc. La discussion court. Et peut-être qu'ensuite, Fabrice, il merge sa pull request. Enfin, il fait émerger sa pull request. Voilà. Il y a la revue de code, etc. Et puis, et voilà, ça fonctionne. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas trop de problème. Je pourrais faire un rebase à un moment donné, je vais m'y retrouver. Parce que Git va comprendre que les commits CD sont déjà là, il ne va pas me les réécrire. Le problème, c'est que Fabrice, ce coquin, il sait aussi réécrire ses commits. Du coup, je pourrais me retrouver dans une situation comme ça. C'est-à-dire que Fabrice, du coup, il n'a plus les commits C et D sur lesquels moi je m'étais basé. Il a les commits C' et D' avec une voiture un peu améliorée. On lui avait dit, ta voiture elle ressemble à rien, tu nous fais autre chose s'il te plaît. En attendant, bon, il y avait une voiture, donc moi j'ai pu l'animer, mais on lui a demandé de l'améliorer un petit peu. Donc moi là, je me retrouve avec des commits C et D qui contiennent l'ancienne voiture que je voudrais voir disparaître à un moment donné. Ce que je voudrais faire en fait, c'est me retrouver, il manque des polices aussi là, mais c'est pas grave. Ce que je voudrais faire, c'est me retrouver dans cet état-là. Donc globalement, j'ai les commits de Fabrice, c'est émergé d'un master, et puis moi j'ai mes commits E et F d'animation de voiture, donc j'ai plus les anciens commits de l'ancienne voiture de Fabrice. Je vais me retrouver là-dedans. Pour faire ça, alors il y a une autre commande pareil, c'est une commande, donc je réécris l'historique encore une fois, donc git rebase, ça change pas, sauf que c'est d'autres options. On lui dit toujours à partir d'où réécrire l'historique, donc là à partir de E, donc je me replace avant E, d'où le tilde, encore une fois. Et puis, là, ce qui change, c'est qu'il n'y a plus de mode interactif, tout ça, on va juste lui dire tu appliques des commits. Par contre, on va lui dire sur quelle base. On to master. Alors, on to master, ça ne veut pas dire tu mets tout sur master, ça veut dire tu prends master, tu mets ça sur ma branche, tu prends mes commits, ensuite, ce que je t'ai dit de réécrire, et puis tu les mets, tu les appliques au-dessus. Pour arriver dans cet état-là. Donc ça, c'est bien ma branche. Je vais vous faire une démo. Alors, du coup, hop, je vais faire un petit peu d'espace. Alors, pour vous montrer que j'ai pas menti, alors est-ce que ça marche ça? C'est pas note, non? Ah, cool, il y a une note. Trop bien. J'avais oublié que j'ai besoin de tant d'outils. Donc voilà, on est sur master et puis j'ai aucune voiture à animer. Là, c'est juste deux pauvres phrases. Bon. Je vais vous montrer maintenant que Fabrice il a fait une voiture. Vous verrez, elle est pas. Ça, c'est la voiture de Fabrice. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Donc, on lui a dit Fabrice, t'es bien gentil, mais s'il te plaît, c'est pas ce qu'on avait dit dans les maquettes. Et moi, en attendant, c'est pas grave, moi j'ai commencé à travailler, je me suis basé là-dessus. Je vais aller sur ma branche. Voilà, git checkout Maxime, et puis je vous montre ce que moi j'ai fait. Donc là, j'ai animé sa voiture. Ça marche là? Ça marche bien? Bon, ok. Donc ça change de couleur, etc. Ça fait une sensation de vitesse exceptionnelle, c'est dingue. Voilà. Donc c'est très bien. Moi, entre guillemets, j'ai déjà mon code. Ils ont accepté le code. Par contre, je suis toujours basé sur la branche de Fabrice. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le fait que Fabrice il a amélioré sa voiture. Alors pour faire ça, je retourne sur la branche de Fabrice, je vais aller choper un commit parce que si je le fais devant vous, on n'est pas rentré. Mais je vais aller récupérer un commit que j'avais déjà préparé quelque part. Donc pour aller récupérer un commit quelque part, il y a la commande cherry pick. Cherry pick, c'est je vais chercher le commit, je le mets sur ma branche. Et le -n ici, il me permet de ne pas vraiment faire le commit. Il met les modifications dans la zone de staging.
Donc c'est ce que je vais faire, git-pic-n, et en fait c'est le dernier commit de cette branche-là, donc je peux le pointer via le nom de la branche. Voilà. Ben oui, c'est normal, c'est parce que j'avais pas en local, c'est pas grave. Ça marche. Ok. Donc là, si je fais, je vais vérifier que tout fonctionne bien. Ok. Donc là, j'ai les modifs en cours de la nouvelle version de la voiture de Fabrice. Je vais vous montrer. Il s'est bien deviné quand même. Voilà. C'est la nouvelle version. J'entends-lu et tout. Donc bah, ça, c'est très bien. On est content, Fabrice. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais aller modifier le commit de Fabrice. Enfin, Fabrice va aller modifier. Je m'appelle Fabrice là maintenant et je suis en train de modifier mon commit. Donc je vais faire un git commit -amend. Vous avez vu que c'était déjà dans la zone verte, ce que j'ai fait tout à l'heure, donc j'ai pas besoin de refaire de git add. Je fais un git commit -amend, voilà. Et puis, bon, c'est jaune mais c'est pas grave. C'est écrit dessine une voiture en gros. Donc je vais changer le nom histoire que qu'on voit bien que le commit a changé. Et puis j'enregistre. Donc là j'ai le nouveau commit de Fabrice. En gros Fabrice a réécrit ses commits avec la nouvelle version de la voiture. Maintenant, je suis content, je vais simuler le fait qu'on merge sa pull request, que j'appuie sur le bouton vert, machin, donc voilà, je reviens sur master, je vais faire un git merge Fabrice, hop, voilà, et puis j'enregistre. C'est-à-dire que là je suis sur master, et donc maintenant si je joue le truc sur master, on a bien ça. Bon, voilà. Donc là la pull request de Fabrice est mergée. Maintenant je retourne sur ma branche. Moi je suis toujours donc en attente de pouvoir m'arriver, etc. Donc je vous montre que je suis toujours dans cet état-là, hein. J'ai toujours l'ancienne voiture animée. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller me rebase. Donc seulement les commits que je veux au-dessus de master. Donc je vais vous faire un git log -one line pour vous montrer ce que moi j'ai. Voilà. Donc en fait je suis au-dessus de l'ancienne branche de Fabrice. C'était ce nom-là en fait que vous voyez tout à l'heure en jaune. Voilà. Draw au car. Et moi j'ai deux commits au-dessus qui animent la voiture. Moi ce que je vais faire, c'est que. Alors je vais récupérer le shaman complet de ça, donc il faut que je refasse un git log. C'est celui-là. Voilà. Copier. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller réécrire l'historique à partir de ce commit-là, onto master. Donc je peux faire un git rebase, réécrire l'historique. À partir de ce commit-là, clic droit, coller. Je lui mets un tilde, parce que du coup, il faut que je revienne juste avant pour pouvoir réécrire à partir de ce commit-là, sinon il ne va pas me prendre en compte celui-là. Et puis je lui dis onto master. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'il m'a fait. Donc il a bien compris ce que je lui ai demandé, il m'a dit ok, je reviens en arrière, etc. Donc je reprends master, entre guillemets, et puis il a appliqué tes commits. Il a appliqué le premier commit ici, et ici le second. Voilà. Donc maintenant, on est d'accord que si je lance ça, je devrais avoir la belle voiture animée. J'y crois pas. On fait le test. On a eu beaucoup de problèmes techniques ce soir, donc j'espère que ça va fonctionner. Je suis plutôt confiant. Voilà. Bon, après, au-delà du paint qui galère un peu. Donc voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas eu besoin de changer mon code ni rien du tout, parce que on avait cloisonné le travail quand même. Mais du coup, en fait, on peut avancer en parallèle sans que le code soit totalement séché et totalement sur master, etc. On peut jouer là-dessus, on peut déplacer des morceaux de branche, etc. d'une branche à l'autre. Donc le rebase and tout, ça c'est pareil, c'est un truc qui au départ il faut le pratiquer, mais c'est vraiment pratique. Du coup là c'est bien, maintenant on avait résolu tous les problèmes tout à l'heure, on est basé sur la bonne branche, tout est ok. Fabrice et Aurore, ils ont l'air plutôt contents, d'accord. Et du coup quand Fabrice est content, Fabrice vomit, non c'est pas vrai, Fabrice merge ta pull request. Bon. Donc il a mergé la PA, tout va bien. Là on a fait un petit peu, globalement c'était les cas que moi enfin c'est les commandes que j'utilise toujours déjà, donc je voulais vous les partager.
Et c'est les cas que je trouvais les plus intéressants et surtout les plus fréquents dans ce que moi j'ai pu découvrir. Et en faisant la présentation, alors soit ce que j'aimerais bien vous donner maintenant, c'est quelques petites astuces à emporter. Soit, en gros, je les ai apprises en creusant un petit peu pour faire cette présentation, ou soit c'est des choses que je ne pouvais pas caser dans l'histoire d'avant, donc je l'avais là. Voilà. Comment on fait pour voir les modifs en cours? Je sais pas si je l'ai fait tout à l'heure en exemple, mais je pense pas. En cours, c'est ça. Alors, git status, c'est les fichiers, ouais, du coup. Peut-être que c'est peut-être pas très clair ma question. Oui, Mais du coup, en gros, le détail des modifs, je peux faire un git diff. Par contre, ça donne que les diffs non indexés, donc qui ne sont pas encore dans l'index, la zone rouge du git status. Si je veux la zone verte, je peux faire un git diff moins cached ou moins stage. Les deux options, je pense qu'il y en a une qui est plus ancienne que l'autre, donc j'utilise cached, j'ai l'impression qu'elles font la même chose. J'avoue que j'ai pas trop creusé. En gros, ça me donne les modifs de la zone verte. Si je veux tout, parce qu'en fait je m'en fiche de savoir si c'est zone rouge ou zone verte du git status, je peux faire un git diff head. Donc donne-moi les modifs de ton état à toi jusqu'à ce qui est pointé par head. Et puis en fait, là je peux, au final, là si je peux donner des pointeurs, des commits, etc. En fait je peux m'amuser. Je peux dire donne-moi le diff entre deux commits, entre un commit et une branche, entre un commit, etc. Bon. Je vous avoue que le dernier je l'utilise pas trop, mais bon, j'ai découvert ça. Vous en faites ce que vous voulez. Deuxième chose, comment je fais pour... Ça c'est intéressant, c'est quelque chose que j'utilise aussi pas mal. Pour séparer les modifications d'un même fichier dans deux commits. Donc admettons que je vais faire des commits bien cloisonnés en termes d'action, de changement en tout cas, de type de changement dans le code. Des fois, moi ça m'arrive aussi ça m'arrive aussi d'essayer de tirer un peu trop la pelote et au final je me rends compte que j'aurais dû faire un commit un peu avant et puis j'ai fait trop de modifs et voilà. Et le problème c'est que soit vous avez fait des commits dans des fichiers bien séparés et puis c'est facile, j'ajoute tel fichier et puis ensuite je fais mon commit, etc. Ou soit il y a un fichier qui est impacté mais à deux endroits différents et puis il faudrait le séparer dans deux commits différents. Pour faire ça, en fait, on peut utiliser l'option "-p" du git add pour en indexer que les modifications qu'on veut. Donc ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va aller découper les fichiers en question en ce qu'il appelle des hunks, et il va vous dire, est-ce que ça tu veux l'ajouter? Oui, non. Est-ce que ça tu veux l'ajouter? Oui, non. Et puis dans l'autre sens, si c'est dans la zone verte, donc là on passe de la zone rouge à la zone verte, si c'est dans la zone verte, il faut repasser dans la zone rouge, on a aussi le git reset-p, voilà. On fait une démo aussi de ça. Donc là, admettons que, alors je vais enlever un commit, voilà, je vais enlever un commit en regardant les modifs, voilà, git status, il y a quoi? Il y a ça, et si je fais si je fais un git diff, là, voilà, j'ai ça. J'ai, en gros, j'ai quelques modifs ici, et puis on va se dire que, pour les besoins de la démo, ça n'a pas forcément de sens, mais c'est pas grave, on va se dire qu'on veut ajouter ça dans le prochain commit, on veut ajouter ça aussi, et par contre, le reste, on n'en veut pas. Donc là, je fais faire un git add -p. Alors soit je spécifie le nom du fichier, soit pas, là en l'occurrence j'ai qu'un seul fichier, voilà, donc ça reviendra en même, donc je peux faire un git add -p tout court. Et là, ce qu'il me fait, lui, c'est que, donc il m'a découpé ce fichier-là, il me dit, tiens, ce hunk-là, est-ce que tu veux l'ajouter à l'index? Donc là, il y a une palanquée de réponses possibles, entre autres, il y a oui, non, voilà. Et puis, il y en a plein d'autres. Si vous voulez le détail, vous pouvez faire point d'interrogation et il y a tout ça. Donc là, moi, en l'occurrence, j'ai juste besoin de oui, je vous laisserai creuser, hein, si vous voulez. Et puis ça, bah tiens, ça tombe bien, on va pas pouvoir utiliser ni oui ni non. Là, ici, moi j'ai dit tout à l'heure, je voulais ajouter ça, mais pas ça. Du coup, il y a une des options qui est le S ici, qui correspond à split, c'est-à-dire split le hunk et donne-moi encore des plus petits hunks. Donc en fait, lui, il essaye de vous avancer en disant, tiens, ce morceau de code-là, plutôt que de faire ligne par ligne et de vous faire perdre trop de temps, il essaye de regrouper. Par contre, on peut encore l'exploser. Donc si je fais ça, je fais split, lui il va me découper, donc il me dit ici, hein, il m'a dit j'ai split into 3 hunks, il me l'a découpé, et donc là il me dit tiens, je peux l'ajouter. Moi tout à l'heure j'ai dit oui. Voilà, et puis le reste je dis non.
on pourrait dire, je crois que Q c'est kit, donc ça fait non pour tout le reste, donc soit, voilà. Donc là, c'est-à-dire que j'ai ajouté en gros le début de mon fichier et j'ai pas ajouté la fin de mon fichier. Donc si je fais, on va retester, je vais vous montrer le git diff du coup. Si je fais git diff tout court, j'ai bien ce que j'ai pas ajouté, là où j'ai répondu non. Si je fais le git diff -cached, j'ai ce à quoi j'ai répondu oui, donc ces deux morceaux là. Et puis si je veux le git diff complet, git diff head, voilà, donc j'ai tout ça. Donc là j'ai tout, peu importe si c'est indexé, pas indexé, voilà. Donc voilà pour le git add-p. Et alors pour la suite, ce qui reste, je veux revenir sur la branche sur laquelle j'étais juste avant. Pour ceux qui font enfin qui ont, même sur Bash en fait, on peut aussi faire ça sur un dossier. En fait, si vous connaissez le cd-, donc même chose, si je fais cd-, je reviens dans le dossier juste avant. Et bien je peux faire ça en git, je peux faire git checkout quelque chose, et faire un git checkout moins pour revenir sur la branche sur laquelle j'étais avant. Moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est que typiquement voir comment l'appli se comportait il y a 3-4 commits. Je fais un git checkout de ce commit là, donc il me remet à l'époque de ce commit là. Et si je veux revenir au nom de tout en haut de la branche, je fais un git checkout moins. Parce que souvent les branches elles ont des noms de Jira, de machin, des numéros. Donc voilà, c'est plus pratique. Donc si vous connaissez pas, moi je me demande si je l'ai pas. Ouais, je l'ai appris il y a pas très longtemps, parce que je trouvais ça sympa. Ensuite, et je crois que c'est le dernier, je veux annuler des modifications faites sur un fichier en particulier. Donc là, typiquement, c'est le cas où vous avez votre appli et vous vouliez taper dans un environnement, enfin de base vous tapez, je sais pas, dans un environnement de dev, et en fait vous vouliez taper ailleurs, dans un environnement de Calif ou je sais pas quoi. Vous avez modifié donc tout le git checkout dans un fichier. Voilà, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez appris des trucs. Et j'espère que vous voyez bien avec la démo. Merci beaucoup à Loïc pour le PC. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.